Merci à vous de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Vous êtes formidable. Notre invité du jour est un pilier dans le paysage musical breton. Auteur, compositeur, interprète, Dénès Prigent a marqué de son empreinte la musique bretonne, une musique traditionnelle, parfois métissée, mais surtout une voix authentique et magnétique. Merci Dénès d'être avec nous ce matin. On va tenter en 40 minutes, un sacré défi, de revenir sur votre parcours. Vous avez souhaité être accompagné ce matin par deux femmes. D'abord la chanteuse Azilis Monroe et la réalisatrice Bernadette Bourvon. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Merci pour cet accueil chaleureux. Alors Dénès, vous approchez 40 ans de carrière. Vous avez déjà compté ou pas? En tout cas, j'ai sauté le talus, comme on dit en breton. Quand on a 50 ans, en Bretagne, on dit qu'on saute par-dessus le talus. Donc j'ai 55 ans. Et effectivement, j'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans. Et donc, vous vivez bien d'avoir passé le talus? Ça va, le choc. Je suis bien tombé. La terre était suffisamment molle derrière, je suis bien tombé. Ouais. Alors le chanteur à succès que vous êtes aujourd'hui aurait pu nous échapper parce que le chant n'a pas été votre première passion, Dénès. Non, ma première passion, en fait, c'est le dessin. Ouais. J'étais destiné aux arts graphiques, en fait, puisque tout petit, j'adorais dessiner. Pendant les vacances, pendant les week-ends. Et donc, quand il faisait mauvais, comme c'est très rarement le cas en Bretagne. Évidemment, évidemment. Non, et puis ensuite, voilà, j'ai suivi des études d'art plastique qui m'ont amené donc à Kérichen, au lycée en A3, puis à Villejean, à Rennes, en art plastique, jusqu'à la licence que j'ai obtenue. Et ensuite, il a fallu que je gagne ma vie, puisque je n'avais pas d'argent à l'époque. Et puis, j'étais de plus en plus sollicité aussi, parce que parallèlement à ça, je chantais. J'étais de plus en plus sollicité dans les fest-noz, dans les concerts. Et donc, je suis devenu chanteur, barde, cyberbarde, par ailleurs. Par hasard. Par hasard. Et est-ce qu'on se souvient de sa première scène, la première grande scène où on se dit « Ah oui, là, les choses sérieuses commencent ». Mes premières scènes, en tout cas, c'était Radio Crochet. Ouais. Ma toute première scène, j'avais chanté une chanson de Santé qui s'appelait Son Arboère. La deuxième fois, j'avais gagné un petit poste de radio, je me rappelle. La seconde scène, c'était aussi un podium avec les roues et tout. C'était une charrette presque, avec des roues. Et là, j'ai chanté Jacques Brel. Et puis ensuite, c'est vrai que la grosse scène qui m'a vraiment... qui m'a propulsé, c'était, je pense, les transmusicales en 1992. On va y revenir tout à l'heure. Alors, votre ADN, ce sont les Gwers. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui découvrent ce mot, de quoi s'agit-il en fait? La Gwers, déjà, n'a pas d'équivalent en français. On ne peut pas traduire ce mot. C'est comme le mot blues, le mot rock, le mot jazz. Et c'est vrai, il faudrait 2 heures pour développer, mais c'est un chant très ancien qui date du 5e siècle, qui est le mariage du génie poétique des Gallois et des Bretons. Et donc c'est un chant qui raconte la plupart de... D'abord c'est un chant, c'est pas une chanson. La chanson parle plus de ses états d'âme, plus de soi-même. Le chant, lui, parle plus d'événements qui ont préoccupé la communauté plus largement. Donc des événements dramatiques, des faits tragiques, comme des naufrages, des guerres, des batailles, des épidémies. Il y a notamment une Gwers qui est très connue en Bretagne, une Gwers du 7e siècle qui s'appelle la peste des lions. Comme ça, on reste un peu dans le contexte actuel. et donc des chants qui se sont transmis comme ça, dans une beauté absolument poétique, absolument extraordinaire, qui se sont transmises comme ça de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et chaque génération apportant ses propres créations. Il y a peut-être une Gwers qui compte plus que les autres pour vous. C'est la Gwers de votre grand-mère, une que vous avez récupérée. Donc c'est Bernadette qui vous a filmé dans un documentaire qui s'appelle Le Bonheur marin, mais cette séquence n'avait jamais été diffusée. On va en regarder un extrait. Alors ça, pour moi, c'est un de mes trésors, parce que c'est un cahier qu'on m'a transmis ma grand-mère, donc sur laquelle était écrit... des Gwers et des chants en breton. Donc là, c'est vraiment une Gwers qui parle d'un naufrage. Et donc elle s'appelle Or Wagneves Avuntrules. Là, elle est écrite à l'encre violette sur ce cahier, vous voyez. C'est une Gwers superbe. Donc c'est vrai que si cette feuille de papier avait disparu, la Gwers aurait disparu avec elle. Alors, en breton, je vais essayer de lire, parce que je la chante habituellement. Or Wagneves Avuntrules zo ablamon mentreres. Vonda bardunia da sagnan. Cette année, en se rendant au pardon de Saint-Jean, un bateau de Morlaix a fait naufrage. Un bateau de Morlaix a fait naufrage.
Tous ceux qui s'y trouvaient se sont noyés. Père, mère, si vous m'aimez, laissez-moi aller au pardon. Au pardon, vous n'irez pas car le vent a changé. Le vent vient de tourner, il souffle maintenant du côté du Yodet. Un grand malheur vient d'arriver. Un navire plein de monde a sombré. Dénès, ce sont ces légendes racontées qui vous ont fait aimer les Gwers au tout début? Oui, la première fois que j'ai eu l'occasion d'avoir accès à cette Gwers, notamment, et de la lire. Puis un peu plus tard, j'ai eu la même émotion en lisant le Bazar Race. C'est comme si toutes les cellules de mon corps qui étaient éteintes, c'était illuminé d'un coup. Se sont rallumées presque. Se sont rallumées, oui. J'ai eu comme un sentiment, ce qu'on appelle un sentiment d'épiphanie, comme si j'étais en présence de quelque chose de sacré. J'étais comme submergé par un raz-de-marée émotionnel et une émotion donc, qui m'a plu. Et j'ai su à partir de ce moment-là que ça n'allait plus jamais me quitter. C'est comme un trésor que vous chérissez au quotidien aujourd'hui. Voilà. Il paraît que vous gardiez précieusement vos Gwers dans un coffre. Un coffre où il y en a des milliers, des milliers. Hein. Oui, voilà. C'est vrai que moi, je suis originaire de Santec, donc Santec qui appartenait il y a encore un siècle à Saint-Paul-de-Léon et à Roscoff. À Roscoff, où on trouve des corsaires. Et c'est vrai, j'ai un vieux coffre, coffre de corsaires, mais mon trésor, ce n'est pas des pépites ni des louis d'or, ce sont des Gwers que j'ai écrites. Voilà, ça fait environ 30 ans que j'en écris. Il y en a des milliers? Voilà, non, pas des milliers quand même, parce que j'en ai 135 exactement. D'accord. Mais il faut savoir que chacune d'entre elles fait environ de 80 à 140 couplets. Donc c'est quand même important. Ça fait au moins 1000 pages, ça fait environ 50 000 vers à peu près. Voilà. Et donc là, je les ai rassemblés. J'ai profité du confinement pour les relire, les rassembler, les corriger. Et donc j'en ai gardé 135. Et je pense, j'en ai traduite aussi, 135, avec l'aide de Laurence Morvan, qui est éditrice. Et je pense sortir le livre maintenant dans une vingtaine d'années. Quand ça sera fini. Non, dans un an et demi. On sera là au rendez-vous. Ce matin, Dénès, vous avez souhaité nous faire découvrir un lieu où il est aussi question de légende, d'histoire. On prend la direction de la chapelle Sainte-Barbe du Faouët, où nous attend Evan. Cette chapelle Sainte-Barbe du Faouët, Dénès, vous la connaissez bien puisque vous y avez tourné un clip. D'ailleurs, sur ces marches, je fais comme vous. Hop, voilà, je suis assis. Bon. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous travaillez à l'office de tourisme du Faouët, du pays du Faouët. Vous allez nous faire aujourd'hui la visite de cette belle chapelle qui a été construite au XVe siècle et qui est partie d'une légende. Exactement, tout à fait. Au XVe siècle, le seigneur de Toulbodou, qui était seigneur de Locmalo, est venu chasser sur ces terres et il a été pris dans un violent orage. Il faut imaginer qu'il était peut-être abrité contre ces parois rocheuses. L'orage était tellement violent que la foudre s'abattait sur cette paroi, des blocs s'en détachaient. Il se retrouvait au milieu de tout ça. Il a eu extrêmement peur, bien sûr, et il a prié Sainte-Barbe de sortir de ce mauvais pas, en lui disant « Sainte-Barbe, si tu me sauves, je te construirai une chapelle exactement là ». Et donc, j'imagine qu'il a été sauvé. L'orage s'est arrêté et ce seigneur s'est rapproché du seigneur de Boudeville, qui était seigneur du Faouët, pour que ce deuxième lui cède cette parcelle afin qu'il puisse exaucer son vœu. Et donc maintenant, Sainte-Barbe trône dans une tour. Tout à fait, on peut la voir là-haut, là dans la troisième fenêtre qui représente la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ça c'est pour la légende, mais l'explication rationnelle, elle est différente ou... Ah non, on a du mal à distinguer la légende du vrai, puisqu'on a retrouvé un acte notarié qui atteste de la cessation de terrain. De ce terrain-là. Et alors la construction, ça a dû être quand même un sacré chantier parce que l'emplacement, on est à flanc de falaise, et puis à l'époque, au XVe siècle. Et puis il faut imaginer qu'il n'y avait pas du tout les accès qu'on a actuellement. Il n'y avait pas les escaliers, il n'y avait pas la roue, nous étions vraiment en pleine nature. Et là aussi, il y a une légende sur la construction. Oui. Alors il est dit, puisque la chapelle a été construite en un temps record, 23 années, ce qui est très très court à l'époque. La légende dit que des bœufs roues amenaient le matériel aux ouvriers la nuit pour que ce
ceux-ci puissent travailler plus vite. 23 ans, c'est long quand même, mais finalement, pour ce genre de Ouais. monument, non. Non, tout Bon. à fait. On voulait vous montrer, avant de rentrer tout à l'heure dans la chapelle à l'intérieur, vous montrer cette mini-chapelle, Tout à fait. L'oratoire Saint-Michel, donc qui n'est plus dédiée à Sainte-Barbe, si j'ai bien compris. non, qui est dédié à Saint-Michel, qui a été restauré tout récemment. Les derniers travaux datent du début d'année, début 2021. Et alors, pourquoi est-ce que le plafond est étoilé ? Alors, nous ne le savions pas avant, c'est-à-dire que cette chapelle a été fermée pendant plusieurs années. La voûte était couverte de noir, et lorsque ça a été nettoyé, noir de suie par rapport aux bougies, et lorsqu'ils ont tout nettoyé, ils ont retrouvé cette voûte bleue avec ces étoiles faites de feuilles d'or. J'imagine. Tout à fait. C'est magnifique. Oui, Bon. tout à fait. Eh bien, après cette petite visite de la petite chapelle, on va aller voir la grande chapelle maintenant, qui a plein d'autres trésors à nous dévoiler. Donc, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Avec plaisir. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Alors, je le disais plus haut, Bernadette, vous avez interrogé finalement dans ce documentaire Le Bonheur Marin, sur ce qui inspire au fond trois artistes, Dénès, Thomas Fersen et Jean-Pierre Rioux. Dénès, est-ce que finalement la mer, c'est un pilier de votre inspiration ? Qu'est-ce qui vous inspire, vous, en tant qu'artiste ? L'inspiration, elle vient un peu comme ça, naturellement. Je ne sais pas d'où ça vient, mais certainement la mer m'a beaucoup influencé, puisque moi, je suis né au bord de la mer. Et c'est vrai que je m'aperçois que, comme ici, par exemple, aujourd'hui, dès que je suis loin de la mer, je me sens un peu comme une boussole qui tourne comme ça. Même sans aller la voir, il faut qu'elle ne soit pas très loin de moi, pour que je me sente inspiré, peut-être. Effectivement, inspiré ou vivant, en tout cas. Et le vent revient toujours, chez vous. Oui, c'est d'ailleurs le titre de une partie du titre de votre dernier album, Le Gouvernail du vent. Qu'est-ce qu'il revêt pour vous, cet album ? Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter ? Il s'appelle d'abord Sturnavel, Le Gouvernail du vent. Donc ça paraît un petit peu antagoniste, les deux termes. Il y a à la fois le gouvernail qui dirige et le vent, lui, qui est diffus. En fait, je voulais dire à travers ce titre-là, que nos vies, en fait, dans nos vies, on est la proie très souvent d'événements qui épars un petit peu comme le vent, qui nous viennent à droite et à gauche. Et finalement, tous ces événements qui nous paraissent sans rapport les uns aux autres, en fait, ils ont un sens. Ils ont un sens, c'est le gouvernail. Et c'est au fur et à mesure qu'on vieillit ou qu'on mûrit, on s'aperçoit finalement que tous ces événements ont un même but. Et nous avons tous une mission. Voilà. Je voulais avoir votre regard, Bernadette Bourvon, quand vous avez interrogé Dénès sur ce qui l'inspire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces échanges ? Alors, c'est vrai, du coup, j'en ai profité pour re-regarder Le Bonheur Marin avant de venir. Et je ne sais pas si tu te souviens, Dénès, mais en fait, quand on est à l'île de Bas dans le phare, tu dis que quand tu étais petit, tu voulais être gardien de phare. Oui, aussi. Oui, voilà, donc, tu vois que c'est un milieu, puis le phare, du coup, c'est 360 degrés. Donc, tu as comme ça un regard... Moi, je ne sais pas, je n'aurais pas parlé à la place de Dénès, mais de toute façon, quand on vit au bord de la mer, comme tu disais tout à l'heure, on ne fait jamais abstraction de cette étendue d'eau, et le seul fait de savoir qu'elle n'est pas loin, même si on n'y va pas, ça fait partie de nous, ça nous constitue. Et je pense que Dénès, même au travers des chansons dramatiques comme Les Naufrages et tout ça, la mer est omniprésente, quoi. C'est impossible d'y échapper, quoi. Puis on n'a pas envie, surtout. Oui, c'est ça. D'échapper à ce bord de mer. C'est une ligne d'horizon. C'est une ligne d'horizon. Voilà, elle nous appelle vers... C'est vrai, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais. À la fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière comme pays, comme autre monde, mais aussi, c'est un peu la mort aussi. C'est un peu l'au-delà. C'est un peu la... On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait pas ce qu'il y a derrière. On ne va pas parler de la mort, donc on va revenir sur votre carrière. Il n'y a pas de problème, de la mort. C'est pas facile de montrer l'étendue de tout ce que vous avez pu faire, mais nous, on a retenu 2 dates assez marquantes. D'abord, on voulait vous montrer cet extrait, évidemment, que vous vous en souvenez, c'est les Transmusicales 1992, on va regarder. Agenue arquas parandoar, evitare agum mergudor. Horam dilam dilo, horam dilam dilo, horam dilam dilo. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous revoyez ces images ?
Je ne savais pas que le téléphone portable existait déjà à l'époque. Vous avez gardé cette gestuelle d'ailleurs. Je n'ai pas souvenir. Non, mais j'ai gardé ça, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, je regarde ça avec une certaine émotion. C'est vrai que je ne chante plus de la même façon. Là, je vois Vous que trouvez qu'il y a des j'étais choses qui plus ont rock'n'roll, changé? j'étais plus cheval sauvage. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai canalisé un petit peu plus mon énergie, ma voix. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'allais à 1000%, quoi. D'ailleurs, là, à l'époque, je me rappelle, j'avais 4 retours. J'avais deux retours devant, 2 retours derrière. Et la personne qui faisait le son, c'était, je me rappelle, Tonio, qui lui était un chanteur de métal. Et qui, quand il venait écouter sur scène le son que j'avais, il me disait, mais même moi, sur scène, j'ai pas un son comme ça, quoi. Donc ça me donnait ça me donnait une énergie, quoi. C'était un pari fou que d'être au Transmusical dans un festival finalement qui traite des musiques actuelles. Ça représentait quoi pour vous finalement? Moi, c'est un pari. Moi, je chantais en breton naturellement. C'était ma langue, c'était ma culture. Hein. Moi, je suis un chêne qui a pris racine en Bretagne. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, je chante en breton et je parle breton. Voilà. Et donc là, on m'avait proposé d'aller chanter au Transmusical. À l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était, Transmusical. Je me dis, je vais y aller. Et ça passe ou ça casse. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Ça ne me remettra pas en question, moi, par rapport à ma culture, à ma langue. Et donc, j'y suis allé. Et peut-être le public l'a ressenti aussi. Là, je me rappelle, je passais entre un groupe de rap qui s'appelait Mi Fi Mi et un groupe de rock qui s'appelait The Pale. Et donc, j'y suis allé. Hop, je me suis jeté vraiment dans l'eau, dans le bouillon de mer. Et puis, à la fin, il y a eu un grand silence. Parce que moi, il faisait noir, on ne voyait pas le public. Hein. Quand on est sur scène, il y a des éclairages, on ne voyait pas le public. Je me dis, ça y est, ils sont tous partis. Et il y a eu comme une sorte de silence de quelques secondes. Qui a prolongé mon premier chant. J'avais chanté Guerre Spenmark, qui est une guerre très, très... qu'on interprète de façon très... Vous vous en souvenez bien de oui, je m'en souviens bien. moment, Voilà. c'est étonnant. Et puis le public a applaudi, donc je me suis dit, bon, c'est bon, il n'y a qu'à continuer. Bon, Azilis, je pense que vous n'étiez pas né, hein. Ça ne va pas vous rajeunir quand on voit cette séquence au Transmusical. Malgré tout, Dénès fait partie des artistes qui vous ont influencé dans votre carrière. C'est ça qui est fou. Oui, même mon enfance a été, rythmée par, entre autres, la voix de Dénès et puis ce personnage iconique. Moi, j'avais une famille qui écoutait beaucoup de musique bretonne et donc Dénès, c'était un artiste formidable, incroyable. Il fait partie des chanteurs qui vous ont donné envie de chanter aussi? Oui, parce que vraiment, Dénès, c'est la voix avant tout. En fait, la musique est effectivement là pour habiller, mais c'est d'abord une voix qui nous transporte vers un monde assez unique. C'est une voix comme Dénès, il n'y en a qu'une seule. Est-ce que vous l'aimez, votre voix, Dénès? Je ne me suis jamais posé la question. En fait. Oui. Non, moi, c'est naturel. C'est naturel, C'est naturel, non. Ouais. Mais c'est vrai que je suis très critique. J'ai du mal à... C'est rare que... Par exemple, en studio, c'est très rare que j'aime ce que je fais, en fait. Toujours... Vous êtes très dur avec vous. Oui. Et parfois, les moments où je me dis « Ah là, j'ai bien chanté », ce sont souvent des moments qui n'ont jamais été enregistrés, en fait. Ah, c'est moche, parce que ça aide pas. Alors, des fois, il y a des gens, des fois pendant les concerts, qui avec leur téléphone portable filment. Et là, juste, j'ai la belle interprétation. Le son est absolument abominable. Mais là, je dis, waouh, c'est comme ça que je devrais chanter. C'est comme ça que je devrais chanter à chaque fois. Allez, on va marquer une pause de direction le Fawet, visite guidée avec Evan et Virginie à la chapelle Sainte-Barbe. Nous, avec Virginie, on en profite pour découvrir cette chapelle Sainte-Barbe du Fawet. On est à l'intérieur, ça on s'en doutait. Et on va vous parler maintenant des ex-voto. Oui. Voilà, je fais comme si je savais, mais en fait non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est un ex-voto? Alors un ex-voto peut prendre plusieurs formes. La forme d'objet ou la forme de panneau, c'est ce que nous avons là. Des tableaux en bois peint qui représentent, là pour le coup, différentes scènes pendant lesquelles Sainte-Barbe peut apparaître, peut être invoquée. Alors, Sainte-Barbe, c'est la grande prêtresse de qui? Alors, elle protège les marins, les sapeurs-pompiers, les pompiers, les artilleurs, les artificiers, tous les métiers qui sont en contact des catastrophes naturelles, en fait. D'accord, d'où le lien avec cette légende et l'orage. C'est ça, tout à fait. Très bien. Donc, sur ces tableaux, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, c'est un incendie. Un incendie, tout à fait. À côté, on peut voir aussi une inondation. Avec un moulin. Et puis, à chaque fois, on voit Sainte-Barbe dans un coin. Exactement, tout à fait. Et puis là-bas, c'est le tsunami, c'est la tempête, quoi. C'est la tempête, un navire qui est en perdition. Et alors, il y a d'autres ex-voto dans cette chapelle.
dont les Nous avons les œufs d'autruche. d'autruche, exactement, puisqu'en fait ces œufs prendraient la forme de la foudre lorsqu'elle se rapproche du sol. D'où voilà, ça symbolise en fait la foudre. Mais qui a mis ça? Alors c'est une personne qui est venue remercier ou qui est venue chercher la protection de Sainte-Barbe. On n'en a pas le nom, mais Donc les fidèles peuvent venir là et exactement. ajouter ce Tout genre à fait, d'éléments. tout à fait. Il y en a un autre qui est assez typique des chapelles en Bretagne. C'est exactement, voilà, on est dans le même cas de figure, une personne qui est venue chercher la protection ou remercier Sainte-Barbe. Donc là, on a un navire Qui est suspendu. qui est Du coup, c'est suspendu, ça. voilà, Par exactement. contre, la personne, elle ne peut pas l'avoir suspendue elle-même. Hein. La fontaine. C'est compliqué. Non, elle a dû demander l'aide, je Ouais. pense. Et le dernier ex-voto qu'on voulait vous montrer, il se situe juste là-haut. Je ne sais pas si on peut vous le montrer à la caméra, mais je pense que oui. C'est quoi? C'est un os de baleine, donc toujours le lien avec la mer. On est dans le même cas de figure que pour le bateau ou les œufs d'autruche. C'est une personne qui est venue chercher la protection ou remercier Sainte-Barbe. Bon, on ne pouvait pas parler de cette chapelle sans aussi faire un petit focus sur les vitraux. Oui, oui, oui. La scène principale, elle se passe sur ces vitraux au centre. Vous pouvez nous la Exactement. raconter? Donc là, on retrouve la vie de Sainte-Barbe, hein, comme j'en parlais, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait, où elle a été, comment dire, sauvée. Elle a été tuée, pardon, par son père. Ah oui, c'est ça. Exactement. Cette scène-là est racontée à travers les vitraux. C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Ça se lit comme une bande dessinée, en fait. Hein. En un peu plus glauque. Parce que bon, un meurtre, c'est pas très sympa quand même. C'est ça. On peut venir visiter cette chapelle et vous avez trouvé le moyen d'intéresser le grand public. Il n'y a pas forcément envie de venir passer 3 heures à apprendre l'histoire en organisant des visites flash. Oui, oui, oui. Alors, ce sont des visites courtes d'une demi-heure qui sont proposées tous les étés, tous les 2 jours, les lundis et les mercredis, de 11h30 à midi. Et donc là, on accueille le public à venir découvrir le site sous un format très court. Et après, on peut en profiter pour pique-niquer à la taverne en haut. Exactement. Et profiter de la vue. C'est tout à fait ça. Bah, super. On va continuer la visite. On se retrouve tout à l'heure. Merci Evan, à tout à l'heure. Alors ce qu'on aime aussi chez vous, Dénès, c'est cette faculté à faire tomber les barrières musicales. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais m'ouvrir à d'autres styles? C'est arrivé quand et comment ça? Il y a eu un déclic particulier? Souvent, on m'a connoté comme chanteur de Guers ou de Conrad Discount, mais moi je suis chanteur, tout simplement. Et comme je disais tout à l'heure, j'adorais Jacques Brel, et j'adore toujours, je chante toujours de Jacques Brel d'ailleurs, peu en concert, mais j'adore. Moi, tous les chanteurs m'intéressent en fait, j'écoute les chanteurs, toutes sensibilités confondues. Ça va du rock au jazz, au blues, aux musiques pop, opéra, liturgique. Tout ce qui est du domaine de la voix, ça m'intéresse, parce que la voix, en fait, c'est le reflet de l'âme. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des étiquettes, mais pour moi, les étiquettes ne veulent pas dire grand-chose, en fait. Peut-être quel est le plus grand écart que vous ayez fait? Le mélange improbable où vous vous êtes dit, ah oui, ça, je ne l'avais jamais imaginé. Je pense que c'est la première fois où j'ai commencé à travailler avec un instrument. D'accord. Parce que j'avais chanté pendant très longtemps a cappella, parce que l'origine de la musique bretonne, c'est le chant a cappella. Il y a le verbe qui est chanté, sur lequel on a posé une mélodie et qui est interprété dans le silence. Et la première fois où j'ai eu vraiment Un choc? Un choc, voilà, pas forcément négatif, hein, mais un choc, c'est au moment où il y a un instrument qui est venu se poser sur ma voix. Voilà. D'accord. C'est pas forcément. Souvent, les gens diront c'est au moment où tu as fait de l'électronique, tu as fait de la jungle. Oui, c'est pas forcément ça, pas non. du tout ça, en fait. C'est la première fois où j'ai entendu ma voix harmoniser. Alors, ce métissage, vous le mettez à l'œuvre dans votre nouvel album, Le Gouvernail du Vent. On va écouter un extrait de Waltz of Life avec Azilis Monroe et Oxmo Puccino. Trois styles totalement différents. On a envie de savoir, Dénès, comment vous faites pour que la mayonnaise prenne toujours? On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Oxmo Puccino, Azilis Monroe et Dénès Prigent, et ça marche. Eh ben, c'est vrai que là, c'était d'autant plus étonnant que c'est vrai que c'était la valse, c'est pas forcément mon style de prédilection. Et un jour, j'en avais composé une, et je me suis dit, ben, tiens, je vais en chanter une, et quitte à pousser le pari encore plus loin,
je vais faire appel à 2 artistes pour lesquels la valse est aussi un style complètement étranger. Et puis ensuite, il y a la ferveur, il y a l'humanité de chacun. Chacun veut faire apporter le mieux possible, essayer de faire le mieux possible. Et puis, c'est avant tout une aventure humaine. Et quand ça fonctionne bien humainement, généralement, le résultat, on l'entend dans le micro. Et ça fonctionne bien musicalement aussi. Ouais. Bernadette Bourvon, est-ce que vous diriez que Dénès est un ovni, un peu, dans la musique Alors, je rejoins tout à fait Azilis quand elle parle de voix, puisque comme pour toi, et comme pour toi aussi, la voix, pour moi, c'est le premier instrument. Et une voix dit beaucoup de choses sur la personne, qui possède cette voix. Non, ce qui m'intéresse beaucoup chez Dénès, c'est son paradoxe. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut nous chanter des guerres abominables sur des naufrages, des épidémies, des famines, et tout d'un coup, il vous sort une blague, une histoire drôle, entre 2 morceaux sur scène, et tout le monde rit parce qu'il a le sens. On l'imagine pas comme ça quand on le regarde. Et en fait, c'est ça en fait, moi, que j'aime beaucoup chez toi, Dénès. De toute façon, tu sais très bien, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et c'est ça en fait, c'est qu'il y a toujours une surprise. Et cette faculté à se renouveler, d'aller vers des styles musicaux et de mélanger le rire et les larmes, la tristesse et la joie. Enfin, je pense que c'est un peu breton. C'est un peu, je crois que c'est un peu ça. Vous êtes d'accord avec ce paradoxe qu'elle dresse ? Les Bretons aiment bien, quand ils vont dans le tragique, ils y vont très loin, comme dans la Très guerre. fort, et quand ils vont dans le rire, ils y vont aussi très loin. Ils sont des moqueurs. Ils sont très moqueurs, les Bretons. Sur eux-mêmes et sur les autres. Sur eux-mêmes. Mais c'est pas une moquerie méchante, mais c'est une moquerie. Il y a beaucoup de surnoms d'ailleurs. Beaucoup de surnoms. Quand j'habitais Santec, tous les gens avaient un surnom. Ah, d'accord. C'est pour ça aussi que vous avez écrit Sans blague. Voilà. Et Legenda. On va en reparler tout à l'heure. J'aimerais revenir sur cet album, ce nouvel album. Aziz Manon, finalement, qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés, en côtoyant Dénès sur ce morceau notamment ? J'ai appris vraiment effectivement l'audace et oser réunir des artistes qui ont effectivement des univers complètement différents sans se soucier du qu'en dira-t-on, de faire les choses et puis juste de profiter de 3 artistes qui ont effectivement des choses différentes à dire, qui les disent de manière différente. Et puis, on se rend compte que finalement, tout fonctionne parce que chaque style enrichit l'autre. Et que y a pas... Pourquoi se mettre des barrières inutiles, voilà. Alors, après votre premier album, Earth, dont on va entendre quelques notes avec le titre We Were Born. Quelques notes de musique. Who created the world? Who chose its colors? Album qui a eu un très très bon accueil. Vous préparez en ce moment le 2e. Oui. Je voulais juste, Dénès, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à Aziz qui débute sa carrière et carrière qui s'annonce quand même très prometteuse. Quel est peut-être le seul conseil que vous pourriez lui donner? Je ne sais pas si elle débute sa carrière, je sais qu'elle a déjà un peu de bouteille. En Bretagne, peut-être, elle débute sa carrière. Enfin, c'est vrai que... Premier album, disons. Voilà. Enfin, je me permets. Je crois qu'elle a déjà tout compris. Hein. C'est vrai que quand on l'entend parler, quand on la regarde chanter, on la voit dans le clip, je pense que je n'ai pas grand-chose à lui dire. En fait, de plus, il n'a pas besoin de le dire, il le fait déjà. Ouais, voilà. Il vous accompagne. Il n'a pas besoin de parler. Et juste si je peux dire une chose, je pense que ce qui les réunit aussi, c'est la sincérité. Dire qu'on est honnête avec soi-même, qu'on croit ce qu'on fait, qu'on a des valeurs, quelles qu'elles soient, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Je veux dire, on est ça. Voilà, cette sincérité, cette honnêteté. Et moi qui vis aussi beaucoup de concerts de Dénès et le dernier avec Azilis, il y a ça qui les réunit vraiment et l'ensemble des musiciens aussi sur scène. Dénès fait toujours une grande part, donne beaucoup de place à ses musiciens. C'est pas juste Dénès entouré d'un groupe, non, pas du tout. Chacun a sa place et la bonne place. Voilà. Alors vous avez aussi d'autres talents cachés. Bernadette Bourvon, justement, vous avez sollicité Dénès pour qu'il puisse écrire la musique de votre film Le Monde Brodé de Pascal Johen. On va écouter un petit extrait, on vous laissera réagir tout de suite après. Vous
vous avez dit oui tout de suite quand elle vous a sollicité, Dénès? Ah oui, moi, je connais Bernadette depuis très longtemps. Il Donc, ne saurait rien me refuser. Non, en fait, ce que j'ai fait, j'ai appelé Ridley Scott. J'ai dit, écoute, j'ai perdu les coordonnées de Dénès, parce que vous connaissez l'histoire, vous savez. Oui, Voilà, bien Dénès sûr a que- écrit un morceau. Pour la chute du Faucon Pour la Noir, chute du ça fait Faucon 20 Noir, ans. oui. Donc on est deux à se vanter d'avoir une musique originale de Dénès Préjean, Ouais. Ridley Scott et moi. Juste pour Dénès, c'est un exercice différent de votre voilà, processus habituel? Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, on compose une musique, on essaye quand même d'avoir à l'esprit les images, le thème. Et puis voilà. Et ensuite, Bernadette là, a utilisé ce qu'on avait écrit, de découper la musique en fonction des séquences, etc. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment il y a une osmose entre la musique et le film. Oui, et puis je pense que je n'aurais pas demandé à Dénès juste pour le plaisir et l'avantage d'avoir Dénès sur ce documentaire. C'est aussi parce qu'à l'image de Pascal Jaouen, donc, qui est ce brodeur styliste, il existe la même sincérité en fait dont je parlais tout à l'heure. C'est quand on croit à des choses, forcément ça se sent, on les ressent. Donc un film sur Pascal Jaouen et la musique de Dénès, forcément ça colle. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher non plus des choses extravagantes, alors qu'on a deux personnalités fortes. Pour moi, c'est évident. Et chacun à leur J'étais très manière touchée. ancre la culture bretonne dans le présent finalement. C'est ce que vous complètement. dites aussi Complètement. avec Ah, ce oui, oui. film. Et l'a fait avancer. Elle a Fait fait avancer avancer. ça. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de la chapelle Sainte-Barbe où nous attendent Evan et Virginie. C'est ça la magie d'être en Bretagne, c'est qu'il pleuvait il y a 5 minutes et maintenant il fait grand soleil. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est cool, ça nous permet de vous montrer cette chapelle de l'extérieur. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de nef. Exactement. Elle a une construction assez atypique. Elle s'est adaptée complètement au lieu. La structure sur laquelle elle est très étroite. Donc du coup, nous n'avons qu'un transept et un chœur. Et ça c'est vraiment pas commun sur les chapelles C'est ça, bretonnes. tout à fait, exactement. Alors cette chapelle, on le disait, elle a été construite au XVe siècle Oui, et elle a évolué au fil des siècles. Il y a eu de multiples aménagements, dont ces escaliers. tout à fait. Là, nous sommes sur des escaliers fin 17e, début 18e. C'est le cas d'ailleurs de l'oratoire que nous pouvons voir derrière nous. Où on était tout à Où l'heure. on était tout à l'heure, tout à fait. Et après, par rapport au fameux Pardon de Sainte-Barbe, qui est un petit peu l'événement ici chaque année, Fin juin, tout à fait. voilà, qui rassemble pas mal de monde d'ailleurs. Oui, Tous les ans. oui, énormément de personnes. Et d'ailleurs, au 19e siècle, un nouvel escalier a été aménagé derrière la chapelle pour pouvoir accueillir les nombreux pèlerins. Bon, et puis alors quand on monte, tous ces escaliers, alors ok, on est un peu essoufflé, mais surtout ça nous permet d'avoir une superbe vue. Surtout là en cette saison, c'est magnifique, il y a plein de Avec couleurs. le soleil qui tape sur l'oratoire et cette vue imprenable sur la vallée de l'Élé. Et quand on vient visiter le site, il y a évidemment la chapelle et les escaliers, et il y a une fontaine un peu plus bas. Exactement, 500 mètres plus bas, en contrebas, nous avons la fontaine avec des sentiers aménagés le long de la rivière Élé. Bon, et la dernière étape de notre visite, eh bien, c'est ici, sous cette petite maison. Non, pas maisonnette, je sais pas. Campanile, Campanile, voilà, voilà. on sent la professionnelle. Et la cloche, puisqu'elle n'est pas à l'intérieur de la chapelle. Mais non, comme on peut le voir, il n'y a pas de cloche sur la chapelle. Elle a été mise à l'écart ici. Et donc voilà, nous sommes face à la cloche Et on de ne Sainte-Barbe. peut pas la sonner en fait. Non, il n'y a pas de corde là. Alors, ce site de la chapelle Sainte-Barbe, c'est aussi une étape sur les chemins bretons qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout à fait, exactement. Les pèlerins peuvent venir ici à la chapelle Sainte-Barbe. Et profiter aussi d'autres sites, parce qu'au Fawet, il n'y a pas que la chapelle Sainte-Barbe. Ah non, je les invite aussi à aller voir les halles qui sont au cœur du Fawet, ou encore la chapelle Saint-Fiacre qui est en direction de Quimperlé. Bon, d'ailleurs, que l'on soit pèlerin ou pas, parce qu'on pense souvent à la Bretagne littorale, mais finalement, la Bretagne intérieure, elle est Exactement. sacrément chouette aussi. Oui, elle est très très belle et elle est très riche. Ouais. Bon, la chapelle, si les personnes qui nous regardent veulent venir pour la visiter, est-ce qu'on peut, même en hiver? Tout à fait, ils sont les bienvenus les samedis et dimanches après-midi de 14h à 17h. Et à partir du mois d'avril, la chapelle est ouverte un petit peu plus longtemps, du mardi au dimanche. Et on l'a pas dit, vous faites aussi des jeux pour visiter le site de manière un peu ludique. Oui, tout à fait. Il y a des livrets qui sont disponibles à l'Office de tourisme, qui permettent de découvrir le site autrement, par le biais de jeux. On invite à l'observation. Bon bah voilà, donc avant de venir, un petit coup de fil à l'Office de tourisme et vous aurez tout ce qu'il faut pour profiter de ce beau pays du Fawet. Merci pour la visite Avec plaisir. et puis très bonne journée à vous. Merci beaucoup Evan. À demain, Dénès. On va parler de Dénès l'écrivain.
parce que vous écrivez, hein, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Donc, vous faites à la fois des albums jeunesse, le recueil de poèmes bilingues dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, vous ne cessez de créer tout le temps. Oui, c'est vrai. Je suis toujours avec un papier et un crayon. Chez moi, tout le temps, partout. Ouais. Même dans ma voiture, dans le train, partout. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher. Ouais. J'ai toujours mon esprit et mon cerveau en éveil pour la création. Ouais. Vous mettez à contribution aussi votre humour dans un livre comme celui-ci, Owen et les 7 cauchemars. Oui, une histoire fantastique mêlée avec, où j'essaye de mettre aussi de l'humour, bien sûr. Ouais. Oui. Et puis aussi, j'ai sorti un livre aussi qui s'appelle Sans blague, Sans blague, voilà, Bigouden avec et Nono, Léonard. Voilà. Et, donc dont là, c'est une vraiment, gratuite. Dont une gratuite. Dont une gratuite, voilà. Et d'ailleurs, la dédicace, elle est non facturée. Hein, quand voilà, hein, suivant à la tête de la personne, bien sûr. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on dit souvent aussi que chez vous, vous avez quelque chose de mystique et mystérieux. Est-ce que c'est une fausse image, finalement, qui vous colle à la peau? Il y a un peu de ça aussi chez Dénès. Je pense que ça va devenir de la scène, certainement. Je suis souvent habillé en noir. Parce que le noir, je pense, c'est voilà, c'est ce qui est le plus neutre. Hein, je n'aime pas avoir trop de lumière. Ça, moi, ce qui est le plus important, c'est la voix, avant tout. Je n'aime pas que l'œil soit diffusé, soit parasité, voilà, la voix. Et donc, les éclairages sont souvent assez sobres aussi, de ce fait, comme je chante très souvent des Guers. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que... Vous êtes voilà, et quand les gens viennent chez moi, voilà, ils ont l'impression de rentrer dans l'antre du barde. Alors qu'on est d'accord que c'est totalement faux, hein, mesdames. Voilà. Bien vous sûr. Le confirmez au quotidien. Enfin, attends, il s'allume quand même toujours à la bougie. Hein, voilà. Oui, c'est un petit côté un petit peu ancien. Moi, j'aime bien les pierres, j'aime bien les vieilles bâtisses aussi, parce qu'elles parlent aussi. Il y a de la mémoire dedans, et puis elles m'inspirent aussi. Est-ce que vous avez d'autres talents cachés dans votre fibre artistique que vous n'avez pas encore dévoilé sur ce plateau? Il y a le dessin, le chant, l'écriture. Je fais de la poterie aussi. Oui, voilà. Quand j'étais jeune, je faisais de la poterie. Ça fait longtemps, j'ai laissé de côté, mais j'aime beaucoup la poterie. J'aime bien ce contact de la main avec des mains avec la terre, quoi. Et je trouve que il y a quelque chose on est dans une forme de yoga. Et quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup parce que j'étais un enfant assez nerveux. Et dès que je faisais de la poterie, voilà, j'étais... Voilà, c'est la détente. C'est la détente, ouais. C'est mieux qu'un antidépresseur, ça c'est sûr. Ouais. Alors je ne veux pas vous mettre la pression, mais est-ce que vous avez déjà une idée de la tonalité de votre 12e album? Où vous vous dites non, là je fais une pause, je fais de la poterie, j'écris. J'ai deux ou trois idées. J'ai 2 ou 3 idées. Voilà. Vous n'arrêtez jamais. Voilà, j'ai 2 ou 3 idées. Voilà, voilà. En tout cas, tout est écrit. Parce que c'est vrai que j'ai mes textes, tous mes textes sont écrits, mes mélodies sont écrites aussi. J'ai plus qu'à choisir, quoi. Voilà. Il nous reste 30 secondes, mesdames. Je vais vous laisser le dernier mot. Dénès en un mot. Ah non, c'est impossible. Ah si, s'il vous plaît. Il a un très beau jardin. Jardin, ok. Azilis. Le cœur. Le cœur. Dénès, le dernier mot revient à l'invité principal. Qu'est-ce que je dis à moi-même? Oui. Dénès, dé non énès. Ou Dénès. Dans Dénès, il y a le mot den, il y a le mot homme, il y a le mot énès. Il y a le mot il, quoi, énès en breton, et aîné, il y a l'âme. C'est vrai que moi j'ai toujours été. Voilà, j'accorde beaucoup d'importance à l'âme et à l'au-delà. Et ça se ressent. Merci beaucoup, Dénès Prigent, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Azilis Monroe. Vos albums sont disponibles sur toutes les plateformes, mais aussi sur copbrace.fr. Merci Bernadette d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la petite photo. On aime bien prendre nos invités en photo à la fin de chaque émission pour garder un petit souvenir. Vous faites partie de la famille Vous êtes formidable de France 3. Merci Dénès, merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À demain pour une nouvelle rencontre. Merci à vous. C'est la dernière émission de la semaine, donc c'est toujours un peu...